Bonjour Monsieur le Président. Vous avez pris la décision d'intervenir au Mali en 2013 pour empêcher les djihadistes de s'emparer du pouvoir à Bamako. Pourtant, nous savons depuis des années qu'ils sont aussi présents dans d'autres pays. Pourquoi avez-vous pris la décision d'intervenir spécifiquement au Mali? Entretenez-vous une relation personnelle particulière avec ce pays? Bon, d'abord, je salue toutes les personnalités qui sont ici. Je remercie l'équipe pédagogique et bien sûr Monsieur le Proviseur et vous les élèves d'avoir pensé que c'était une bonne idée de me faire venir ici à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est vrai que la période est très particulière, on est obligé de porter des masques, vous êtes amenés à respecter un certain nombre de gestes et moi-même je ne peux pas circuler autant que je le voudrais. La période est aussi particulière parce qu'il y a une crise économique et sociale qui n'est pas forcément visible aujourd'hui, mais qui va se découvrir à mesure que l'on va sortir de la crise sanitaire. Et puis, il y a eu aussi des drames, des attentats terroristes, et notamment un pas loin d'ici. Alors, je viens à la question sur le Mali, en vous félicitant tous de votre implication sur ces sujets. D'abord parce que vous avez cette idée pour certains d'entre vous d'aller vers Sciences Po ou vers des universités qui traitent de ces questions, ou pour d'autres, tout simplement pour vous former à une qualité qui est fondamentale, c'est d'être un citoyen ou une citoyenne. Alors en janvier 2013, j'ai pris cette décision de faire intervenir nos forces armées au Mali, à la demande du président malien qui était là par intérim, puisqu'il y avait eu un coup d'État en avril 2012, c'est-à-dire un mois avant que je ne devienne président, un coup d'État militaire au Mali. Le nord Mali était occupé par des djihadistes. Des villes comme Tombouctou, des villes symboles, étaient l'objet de destruction, de mausolées notamment. Des femmes, des hommes aussi, mais des femmes étaient soumises à des tortures, ou en tout cas à des vexations, à des agressions. Bref, une situation qui n'était déjà pas tolérable. Mais nous n'avions pas, nous, Français, à nous mêler d'une affaire intérieure, même si elle était douloureuse. Et nous pensions que ce serait plutôt les Africains eux-mêmes qui, un jour, décideraient, avec les forces armées maliennes, d'agir contre ces djihadistes. Mais il s'est trouvé qu'au début de l'année 2013, les terroristes djihadistes qui étaient au nord Mali, qui occupaient donc une large part du territoire malien, avaient décidé d'aller jusqu'à Bamako. À ce moment-là, le président malien m'a appelé au téléphone. Les présidents sénégalais, ivoiriens, tchadiens, nigériens m'ont également dit leur extrême préoccupation et demandé d'agir très vite. Quelle était ma prévention, c'est-à-dire, non pas mon hésitation, mais ma réflexion. Je ne voulais pas, à la différence de ce qui s'était passé dans les années précédentes à mon mandat, que la France puisse être regardée comme le gendarme de l'Afrique de l'Ouest ou comme une puissance néocoloniale qui venait pour défendre un régime ou un président. Je voulais que ce soit les Africains qui considèrent que la France peut être un élément d'appui pour remettre de la sécurité au Mali et chasser les djihadistes. Et donc, dès lors que j'ai eu cette confirmation, que c'était les Africains qui nous le demandaient et qu'ils participeraient avec nous à l'opération, que l'ONU, le Conseil de sécurité, nous donnait un mandat pour le faire, parce que je suis très soucieux du droit international, à ce moment-là, j'ai décidé de l'opération militaire. Opération militaire qui a eu du succès, j'allais dire au début, puisque les villes ont été reconquises assez rapidement. Et je me suis rendu moi-même à Tombouctou pour constater que la ville avait été libérée des djihadistes. Il se trouve que nous sommes en 2020, 7 ans après, il y a encore une opération militaire dans laquelle la France est partie prenante. Et en plus, il y a eu un coup d'État au Mali
peut-être même des mêmes militaires qui avaient déjà produit ce renversement du pouvoir civil en 2012. Et donc la question va être, pour le président Macron, comme pour d'ailleurs les Africains, de savoir si nous continuons à être présents, si les nouvelles autorités maliennes qui ont promis de remettre le pouvoir aux civils vont vouloir toujours participer à cette opération, ou si nous décidons un retrait. Mais là où votre question est importante, c'est que, bien sûr, nous sommes intervenus au Mali parce que c'est un pays ami. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de dire que nous rendions aux Maliens ce qu'ils nous avaient donné, puisque beaucoup de tirailleurs sénégalais, à l'époque, on appelait les tirailleurs sénégalais les tirailleurs qui étaient de l'Afrique de l'Ouest, pas simplement sénégalais, eh bien, étaient venus, aussi bien pour la Première Guerre mondiale que pour la Seconde, au secours de la France. Donc, d'une certaine façon, nous donnions nous-mêmes une forme de réciprocité. Mais même si nous étions très liés au Mali, nous avons des relations aussi avec le Burkina Faso, avec le Niger, qui souffrent aussi d'une présence terroriste, surtout le Burkina Faso en ce moment, et que l'action de la France, comme des Africains, doit être large et ne pas considérer que ce serait simplement sur un pays. D'ailleurs, puisque vous faites de la géopolitique, c'est ça ? Donc c'est très important de regarder les cartes. Finalement, je me suis souvent interrogé, qu'est-ce que j'ai appris de plus précieux pour ma fonction de président quand j'étais au lycée ? Alors, je ne vais pas dire toutes les matières qui ne me sont pas apparues tout à fait déterminantes pour mon action de président, pour ne pas encourir un reproche quelconque du proviseur et des professeurs de ces disciplines. Mais la matière la plus importante, c'est la géographie. Et ce n'est pas forcément celle qu'on apprécie toujours quand on est lycéen. Mais il faut bien regarder les cartes. Quand on regarde la carte de l'Afrique, notamment de l'Ouest, on a tendance à la regarder du nord au sud. Or, en fait, il faut la retourner. Et on voit que si on la retourne, ici, donc là, on pense que c'est ces pays ont été tracés, vous le savez, au moment de la colonisation. En fait, il faut la regarder, il faut retourner la carte et prendre toute cette zone-là et s'apercevoir que il y a toujours eu un commerce qui faisait cette traversée, puis après des trafics de toutes sortes, mais aussi pour les terroristes, ils naviguent, si je puis dire, dans cette zone-là. Et donc la France, si elle peut être utile, avec les forces africaines, doit travailler dans toute cette zone-là, parce que c'est là que les terroristes opèrent. Et pourquoi il y a eu notamment au Mali une déstabilisation, c'est que en 2011, vous vous souvenez, il y a eu une intervention en Libye, et donc beaucoup d'armes ont circulé en Libye, beaucoup d'argent aussi, et donc de la Libye, ensuite, sont venus un certain nombre de djihadistes par le Niger, au Mali, même en Mauritanie. Voilà. Donc même si nous sommes très liés au Mali, on est solidaires d'abord de toute l'Afrique de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors justement, ça me fait rebondir sur les relations entre la France et l'Afrique de façon plus générale. Vous avez expliqué qu'il fallait que l'intervention se fasse avec le concours des pays africains et sans qu'il y ait d'accusations qui puissent faire de la France un pays qui aurait des volontés néocoloniales. Il y a une question d'Ali Matou à ce propos qui vous permettra d'éclaircir un peu ces relations franco-africaines. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Quelle est la relation des chefs d'État français avec l'Afrique et quelle a été la vôtre personnellement? Car on a pu voir récemment le président Macron s'adresser au président guinéen Alpha Condé, à qui il reproche d'avoir reformé la Constitution dans le seul but de rester au pouvoir. Et c'est son rôle? Alors la France entretient avec l'Afrique
des relations, disons, ambivalentes, à la fois très proches, puisque par l'histoire et par la colonisation, la France a été présente, et aussi de respect, parce que l'Afrique, ce sont des pays indépendants, souverains, qui doivent se doter des institutions qui leur apparaissent comme les plus adaptées à leur vie. Lorsque la France est silencieuse quand il se produit un certain nombre de manquements aux droits de l'homme en Afrique, on lui reproche, à juste raison, de couvrir un certain nombre de pratiques ou de laisser des chefs d'État au pouvoir alors même qu'ils n'ont pas nécessairement l'appui de leur peuple. Mais quand la France parle, et vous avez cité l'exemple de la Guinée, mais on pourrait parler aussi de la Côte d'Ivoire en ce moment, parle en évoquant la nécessité de ne pas faire plus de 2 mandats pour un président. Les Africains disent « mais de quoi vous vous mêlez ? Est-ce que nous, on vous a dit qu'il ne fallait pas faire plus de 2 mandats pour l'élection présidentielle ?» C'est assez récent d'ailleurs en France qu'on ait posé cette condition de 2 mandats au maximum. Voilà, alors je crois que le mieux, c'est que la France puisse considérer l'Afrique comme un continent qui doit progressivement s'affirmer, doit se développer, de dire ce qu'on a à dire sur un certain nombre de comportements, mais de laisser toujours les Africains avoir le dernier mot. Voilà, c'est pas toujours facile. Il faut se garder de tout jugement néocolonial, mais il faut aussi ne pas ignorer un certain nombre de réalités. Et même si la démocratie a progressé en Afrique, il y a encore beaucoup à dire sur un certain nombre de scrutins ou de pays qui organisent des élections où le vote n'est pas tout à fait libre, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Monsieur le Président. Alors nous avons évoqué donc, la menace djihadiste qui pesait sur la région du Sahel. La France a été durement frappée par des attaques terroristes que vous avez vécues et beaucoup de questions des élèves souhaiteraient que vous nous fassiez part de votre terrible expérience à cette occasion. Et Carla a une question à vous poser. Bonjour Monsieur le Président. Comment avez-vous réagi face à la pression permanente des attaques de l'État islamique sur le sol français? Et comment s'est faite la prise de décision de neutraliser les terroristes étrangers en réponse à leurs méfaits, sachant que cela contribuerait forcément à une lutte sans fin? Lors de la campagne présidentielle de 2012, vous étiez très jeune, il y avait déjà eu un attentat terroriste à Toulouse et Montauban, qui avait d'ailleurs suspendu le débat politique. Donc je ne pouvais pas ignorer, en arrivant à l'Élysée, que la menace terroriste existait. Et ce qui se produisait en Syrie à cette époque n'était pas forcément une alarme, mais nous donnait quand même des sujets d'inquiétude. L'alarme, c'est qu'il se passait une répression horrible en Syrie de la part du régime et qu'il y avait une opposition qui était certes démocratique, mais qui était travaillée déjà par un certain nombre de groupes extrémistes. Mais ce que je voyais, c'était qu'il y avait un certain nombre de Français qui se rendaient en Syrie pour aller combattre et qui tombaient souvent sous l'influence de ces groupes terroristes. Donc nous mesurions une menace de plus en plus forte et dès les premiers mois de mon mandat, il y a eu notamment pas loin d'ici, à Sarcelles, déjà des attaques qui ont été déjouées. Après, est-ce que l'on pouvait imaginer que ça frappe notre pays de cette façon? Janvier 2015, ce sont les attentats contre Charlie Montrouge, la policière, puis l'hypercachère. Et là, on était encore devant un terrorisme où l'État islamique n'était pas l'organisateur et n'était pas forcément l'inspirateur. D'autres groupes terroristes
avait revendiqué l'attaque contre Charlie. Mais à mesure que la situation en Syrie se dégradait, et vous vous souvenez qu'à l'été 2013, quand Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, j'avais souhaité qu'il y ait une réaction du monde contre cette violation du droit international et notamment de la dignité humaine. C'était la première fois depuis très longtemps qu'on utilisait des armes chimiques. Les États-Unis d'Amérique, donc le président Obama, avaient préféré une voie diplomatique plutôt qu'une voie militaire. Donc ça avait conduit beaucoup de groupes en Syrie à aller vers le terrorisme plutôt que de faire confiance à ce que pouvait être une solution internationale et un règlement pacifique. Dès lors, l'État islamique s'est installé et en novembre 2015, attentat Stade de France, Bataclan, Terrasse, là c'est l'État islamique qui s'était déjà installé en Syrie sur des territoires, qui avait formé des combattants, qui les avait envoyés en Europe et ils nous ont frappés, comme vous savez, à cette époque. Donc pour moi, la priorité, c'était d'abord de détruire l'État islamique en Syrie et en Irak dans le cadre d'une coalition, et c'est ce que nous avons fait, à partir déjà de 2014, lorsque l'État islamique avait pris des villes en Irak, notamment Mossoul, puis ensuite 2015-2016, lorsque l'État islamique était présent en Syrie, dans des villes comme Raqqa. Donc ça, si vous voyez la carte, on ne la voit pas, mais donc l'État islamique occupait des territoires et on l'a, par la coalition, voilà, chassé. Donc, oui, on est sur ces zones-là. Et là aussi, la carte, toujours bien comprendre les cartes. La Syrie, l'Irak, ce sont deux pays, donc deux États. Et en réalité, c'est un territoire qui est assez commun, avec des populations qui sont proches, même s'il y a des différences religieuses ou différences ethniques. Mais ça circule entre la Syrie et l'Irak. C'est pour ça que l'État islamique s'était installé là. Bon, dès lors que l'État islamique a été éradiqué, est-ce que la menace terroriste a décliné? Oui, sous cette forme, disons, puissante, armée, comme on l'a vécu douloureusement en novembre 2015, mais on voit bien, aujourd'hui, les actes terroristes sont des individus qui n'ont pas besoin d'être armés par l'État islamique ou par un groupe comme Al-Qaïda. Ils utilisent des moyens extrêmement limités, un couteau, et ils vont tuer un professeur, un journaliste ou des gens dans une église ou dans un lieu de culte. Bon. Donc là, on est face à un terrorisme plus diffus, où ce sont des réseaux sociaux, la radicalisation, un certain nombre de moyens logistiques limités. Ce qu'on appelle les moyens logistiques, c'est comment on apporte des éventuelles armes, comment on permet à un individu de trouver sa cible. Mais donc on doit faire preuve d'une très grande vigilance, même si l'État islamique a été détruit. Car là, s'interrogeait aussi sur le fait de devoir aller justement, c'est plus la prise de décision là, du chef de l'État qui l'intéresse aussi, à propos de la décision d'aller frapper justement ceux qui menaçaient la France dans ce cadre-là. Oui, alors c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de frappes aériennes, hein. Mais alors, elles pouvaient être plus ou moins ciblées. On va savoir qui était dans l'immeuble que l'on allait frapper, même si on avait des renseignements, hein, puisqu'on a des services pour nous dire, là on pense que les organisateurs des attentats du 13 novembre sont plutôt dans cet immeuble. Bon, mais on n'était jamais sûr. Donc on frappait là où on savait qu'il y avait des chefs de l'État islamique ou des terroristes dont il y avait peut-être à penser qu'ils avaient des liens avec ceux qui nous avaient attaqués. Mais on essayait aussi de détruire l'État islamique dans ce qu'il faisait en Syrie et en Irak, parce qu'il agissait contre les populations, et avec des actes horribles. Et vous vous souvenez de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, avec des
des assassinats, donc avec des décapitations, enfin quelque chose qui visait à créer l'effroi. Donc dans les décisions que je prenais, je ne pouvais pas dire, voilà, je suis sûr que ça va être là où il faut frapper. Moi, les services de renseignement nous aidaient, mais donc on avait décidé de frapper à une réserve près. Ça, c'était nous, la France, qui l'avions posé. C'est que chaque fois qu'on pouvait utiliser un drone ou un avion, on veillait à ce que la population civile ne soit pas touchée. Parce que souvent, les terroristes se mettaient dans des villes ou dans des villages au milieu de la population civile, utilisant donc des femmes et des hommes, des enfants comme boucliers humains, en se disant ils ne nous frapperont pas puisque nous sommes là entourés par de la population civile. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas que des familles puissent être touchées alors même qu'on voulait éradiquer le terrorisme. Autre question ? Alors oui, bien sûr. Donc, alors moi, je me permets une petite question personnelle oui. par rapport à ce que vous venez de dire. En ce qui concerne le refus, finalement, des Américains et de Barack Obama d'intervenir militairement en Syrie au tout début, enfin, au moment des printemps arabes et au moment où Bachar el-Assad était contesté par sa population, comment l'avez-vous vécu? Parce que j'imagine que quand même, on doit tout de suite entrevoir les conséquences d'une telle décision peut avoir. Alors, je ne sais pas si on vous a donné toutes les informations sur cette période. Donc, en fin août 2013, nous avons la preuve, par des photos, par des services de renseignement sur place, que Bachar el-Assad, donc le président syrien et son régime, ont gazé une partie de la population. Et donc on frappait des quartiers avec des armes chimiques, où étaient effectivement des opposants, et on créait une abominable situation humanitaire avec des dizaines, peut-être des centaines de morts dans chacune de ces frappes. Le régime, à ce moment-là, de Bachar el-Assad était vacillant. Donc, si on lui infligeait, au-delà des sanctions qui pouvaient être prises, si on lui infligeait des pertes militaires, notamment des destructions d'un certain nombre de ses avions, puisque c'était par les avions que les armes chimiques avaient été déversées, ou de ses ministères, on permettait à l'opposition syrienne, et elle était à ce moment-là conduite par des démocrates, en tout cas des modérés, de pouvoir renverser Bachar el-Assad et trouver une solution pour la Syrie. À ce moment-là, je me concerte avec Barack Obama et David Cameron, qui était le Premier ministre britannique, et nous acceptons le principe d'une intervention. David Cameron, parce que c'est la tradition britannique, tradition parlementaire au Royaume-Uni, consulte donc la Chambre des communes, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, et le souvenir de l'intervention en Irak est tel qu'une partie de sa majorité fait défaut et il est battu sur ce vote. Donc il me téléphone et il me dit, ben voilà, je devais faire participer les forces britanniques, ça ne sera pas possible. Barack Obama, donc, que j'appelle, on est donc fin août, me dit, moi, je ne suis pas dans une même tradition politique, puisque institutionnellement, le président des États-Unis peut décider de l'usage de la force, sans avoir à en référer au Congrès, donc au Parlement américain. Et donc, nous convenons que nous allons avoir une opération militaire ou le dimanche ou le lundi. Et puis, donc nous préparons, la France prépare ce qu'elle peut faire en termes de frappe avec des navires ou des avions. Les cibles n'étant pas la population civile, étant des bâtiments militaires ou administratifs. Et puis, donc le samedi, Barack Obama me dit que finalement, lui aussi réfléchit à consulter le Congrès américain
et qu'il vaut mieux différer l'opération. À ce moment-là, je suis convaincu que nous faisons une erreur, parce que cette non-intervention sera interprétée par le régime syrien comme finalement, non pas une autorisation à utiliser l'arme chimique, mais finalement une indulgence à l'égard de cette violation du droit, interprétée par l'allié de Bachar al-Assad, les Russes, Poutine, comme une forme de faiblesse de la communauté internationale et du camp occidental, ce qui d'ailleurs provoquera plus tard l'intervention des Russes en Ukraine et la captation de la Crimée et d'une partie du territoire ukrainien, et par les Syriens eux-mêmes, ceux qui étaient dans l'opposition, l'idée que finalement ils sont lâchés, ce qui a largement favorisé les groupes radicaux, extrémistes en Syrie. Donc c'est sans doute une décision historique qui a été prise ce jour-là. Finalement, dans une décision, on retient toujours l'acte de faire, d'agir. Hein. Or, en fait, il y a aussi des décisions de ne rien faire. Elles sont quelquefois extrêmement lourdes de conséquences. Je vais prendre un exemple. Quand George Bush Jr. intervient en Irak au prétexte qu'il y aurait des armes de destruction massive, ce qui est faux, hein, il va déstabiliser l'ensemble de la région. Cette intervention donc, est pour nous condamnable. C'est la raison pour laquelle Jacques Chirac, qui était président à l'époque, n'a pas suivi les Américains. Donc une intervention militaire peut déstabiliser une région. Mais une non-intervention peut aussi déstabiliser une région. Et c'est ce qui s'est produit en Syrie. Il faut donc avoir un fondement pour une intervention. George Bush n'avait pas de justification pour agir en Irak, puisqu'il n'y avait pas les armes de destruction massive dont il prétendait qu'elles pouvaient être utilisées. En revanche, nous, on avait une justification, puisque des armes de destruction massive, des armes chimiques, c'est des armes de destruction massive, hein, vous utilisez des armes chimiques, vous tuez tout le monde. Elles avaient été utilisées, donc on avait le fondement pour agir. Et donc, ça a été regardé comme une faiblesse, comme une indifférence pour certains, et on en paiera encore les conséquences dans les prochaines années. C'est impressionnant. Alors, les élèves, n'hésitez pas à intervenir aussi spontanément, hein, si vous avez des questions à poser par rapport à ce que Monsieur le Président nous explique. Parce qu'on a évidemment toutes les questions, tout le déroulement, mais voilà. Bonjour Monsieur Hollande, donc, je m'appelle Ilham Khourazidi, je suis élève en deuxième année à Sciences Po actuellement. Donc j'avais une rapide question par rapport aux relations internationales. Alors c'est aussi simple que ça, le débat, la discussion avec un président ou un dirigeant d'un autre État. Vous parliez d'un coup de téléphone à M. Obama, d'un appel avec M. Cameron, tout ça. Je trouve ça assez intéressant de savoir si c'est aussi simple en fait de discuter avec d'autres dirigeants. Voilà. Alors je vais faire une remarque préalable. Quand j'avais votre âge, que j'étais au lycée, j'ignorais ce qu'était Sciences Po. Je ne savais pas qu'il y avait une institution là où on apprenait la politique, l'histoire, la géographie, l'économie. Et je ne l'ai su que par un parent d'élève, qui était lui-même un ancien de Sciences Po et de l'ENA, qui comme j'étais délégué, il m'avait repéré, il m'avait dit « vous devriez aller dans cette direction ». Et donc, depuis, heureusement, 40 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et on sait maintenant ce que c'est. Et c'est important d'être bien orienté. Ce que vous faites ici dans ce lycée, c'est tout à fait majeur, c'est-à-dire de penser que tout est possible, que tout est accessible si on est bien conduit, bien amené. Et vous l'avez été aujourd'hui à Sciences Po, et ce sont même si c'est difficile en ce moment parce que vous êtes en distance, comme on dit, mais ce sont des belles études. Les miennes n'avaient duré que 3 ans, mais maintenant c'est 5 ans. C'est ça ? D'accord. Bon, voilà. Donc, saisissez toutes les occasions qui vous sont données au lycée, parce que c'est vraiment des moments décisifs. Alors, après, comment on parle à des chefs d'État ? Comment ça se passe ?
il y a bien sûr des réunions que vous connaissez, le G7, avant c'était le G8, avant que la Russie ne soit écartée, donc le G7, le G8, le G20, l'Assemblée générale des Nations unies, les relations bilatérales que nous pouvons avoir, les voyages que peut faire le président. Bon. Mais en dehors de ces moments physiques où on se réunit, où on discute, il faut bien, lorsqu'il y a une urgence, une nécessité, pouvoir communiquer avec des chefs d'État. Et le téléphone est encore le meilleur moyen. On ne communique pas par mail, vous voyez, c'est difficile, ou par tweet. Ça, il n'y a que Trump qui communique par tweet. Mais autrement, il faut bien se parler. Bon. Alors, comment ça se passe? On ne prend pas son téléphone et on dit, tiens, ce matin, je vais appeler Obama, ça nous fera une petite conversation. Comme en plus il y a un décalage horaire, on va trouver le bon. Je vais l'appeler vers midi, comme ça. Non. Donc on a préparé ça, on a dit, bon voilà, rendez-vous est pris pour telle heure. Les équipes, je dis les conseillers, peut-être les ministres, ont eu des discussions bilatérales. Et donc l'entretien est organisé. C'est pas salut Barack, qu'est-ce que tu fais en ce moment où tu pars en vacances, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on dit, bon, voilà les sujets qu'on va traiter. Et donc, quand il s'agit même de faire intervenir militairement des forces, c'est pas un coup de téléphone banal. Donc, c'est un coup de téléphone où tout doit être préparé et où on doit peut-être se redonner encore un rendez-vous pour un peu plus tard, ce qui était déjà le cas. Alors ça, c'est lorsqu'il y a une urgence. Après, il y a aussi des coups de téléphone pour traiter des questions plus longues, plus difficiles, bon, notamment les questions européennes entre la France et l'Allemagne, Merkel et moi, ou Merkel avant c'était Sarkozy, aujourd'hui c'est Macron. C'est pareil, il faut discuter pour préparer le Conseil européen, parce que la position franco-allemande va être souvent déterminante. Et Merkel, elle aimait bien ces discussions, parce qu'elle ne laissait rien au hasard. Donc elle ne voulait pas arriver au Conseil européen sans qu'il y ait eu un échange entre la France et l'Allemagne. Et puis, je me souviens de ce qui était le plus long, c'était avec Poutine. Parce que Poutine, il avait une méthode qui consistait à parler très longtemps. Donc vous l'appelez, vous dites, on va parler de l'Ukraine. Et là, il parlait pendant 1 heure. C'était une méthode, puisque pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas échanger. Et au téléphone, on ne peut pas couper avec les traductions, etc. Donc, faut faire attention. L'échange téléphonique ne peut pas être une vraie négociation. La vraie négociation, elle est maintenant on dit présentielle, c'est ça? Bon. Elle est physique, quoi. Et notamment avec Poutine, il vaut mieux être physique, parce que lui, il la joue physique. Mais c'est ça qui compte. Donc, il ne faut pas non plus penser que maintenant, la diplomatie, la politique étrangère, c'est simple comme un coup de fil. Non, c'est pas vrai. Il n'y a que la Poste qui peut laisser penser ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui va vous permettre de faire une transition avec des questions de politique générale plus traditionnelles. On a évoqué donc les attentats terroristes, le djihadisme, et la question de la laïcité a refait son apparition sur le débat public. Cette laïcité qui est un cadre juridique, qui donne des droits, qui protège, est parfois mal considérée. On a une question de Marie à ce propos. Bonjour Monsieur le Président. Notre conception de la laïcité est de plus en plus critiquée. Déjà en 2013, elle était qualifiée de laïcité agressive par les États-Unis. Et aujourd'hui, de plus en plus, elle est critiquée dans le monde musulman. Ma question est donc, devrait-elle évoluer ou alors être renforcée? Quand j'étais lycéen, je reviens finalement à ma jeunesse grâce à vous, jamais on ne me parlait de la laïcité. J'étais dans un établissement public, mais cette question-là, elle n'était pas posée. Elle était respectée, la laïcité, mais elle n'était pas véritablement enseignée. Ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de
Français qui ont l'âge de vos parents, voire même de vos grands-parents, et qui ont été élèves, n'ont jamais vraiment appris ce qu'était la laïcité. Ils l'ont peut-être comprise dans leur vie quotidienne, savoir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, mais n'ont pas forcément lu les lois qui, comme il a été dit, sont les lois qui donnent le cadre de la laïcité. Les lois de 1905 et d'autres qui sont arrivées après. Ensuite, quand il y a eu une laïcité qui ne se définissait pas simplement par rapport à la religion catholique, parce que longtemps ça a été ça. La vraie bataille, celle qui avait été engagée en 1905 et encore après, hein, des années après, c'était de savoir si l'État allait pouvoir imposer ses règles à une religion qui était installée depuis longtemps dans notre pays, et qui avait des écoles, qui avait une influence, jusque en 1875 ou même 80, quand le Parlement se réunissait, il y avait une prière. Donc, voilà l'influence de la religion, à cette époque, de la religion catholique. Bon. Donc, la République, elle s'est affirmée, non pas contre une religion, contre le catholicisme, mais s'est affirmée par rapport aux religions, pour dire non, elles ne doivent pas avoir leur place dans un certain nombre de lieux, et notamment dans l'école et dans l'État. D'où la loi de séparation des églises et de l'État. Et pendant des années, jusqu'à même les années 80, ça a été toujours cette crispation entre la religion catholique et l'État. Puis ensuite, apport de population, la religion musulmane est devenue la deuxième de France. Et avec des pratiques différentes par définition de ce qu'était la religion catholique, avec des problèmes aussi, parce que les lieux de culte catholiques, ils existaient par l'histoire. Et donc s'ils avaient été transférés aux collectivités locales, les églises, mais ces lieux étaient construits et les fidèles de la religion catholique, protestants, pouvaient pratiquer facilement leur culte, alors que pour les musulmans, même pour les juifs, c'était pas si simple. Puisque l'État ne finance aucun culte, il fallait trouver un certain nombre de financements pour avoir des lieux de culte. Puis après, il y a eu la question des signes religieux dans les établissements scolaires. Ça aussi, c'était nouveau. Généralement, les jeunes filles ou les jeunes garçons chrétiens ne venaient pas avec des grandes croix à l'école. Donc, et même quand ils venaient, peut-être ça ne posait pas la même question. Quand un certain nombre de jeunes filles, au début des années 90, sont venues avec un voile et on souhaitait entrer dans l'établissement avec ce voile, là, on s'est posé la question. Est-ce que c'est le proviseur ou les principaux se sont posé la question, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé, et les lois de 1905 n'avaient pas prévu ça. Donc il a fallu les compléter. Ce qui est arrivé donc, avec une loi de 2004 sur les signes ostensibles. Ostensibles, ça veut dire voyants. Pas simplement religieux, mais aussi politiques. D'où les règles qui existent. Donc bien comprendre que la laïcité, c'est la laïcité française, puisque tu as évoqué cette question, c'est à la fois une séparation stricte entre les cultes et l'État, ce qui n'existe pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a une religion d'État. Au Royaume-Uni, il y a même une religion qui a été installée par les rois de l'époque. Dans d'autres pays, c'est l'islam qui est la religion d'État. En France, il n'y a pas de religion d'État. Mais non seulement il n'y a pas de religion d'État, mais chacune et chacun est libre d'avoir une conviction, une croyance, une religion, ou de ne pas en avoir. Et ça, c'est une liberté fondamentale. Pouvoir croire en quelque dieu que ce soit, ou ne pas croire du tout. Pouvoir se rendre à un lieu de culte sans être agressé. Mais cette liberté, elle va jusqu'où ? Elle va jusqu'au moment où on est tous ensemble.
Quand on est tous ensemble dans un établissement scolaire, il n'y a pas de signe religieux. Chacun doit, non pas ne pas dire ce qu'est sa religion, ça on a le droit de le dire, mais on n'a pas le droit de le montrer ou de créer une forme de prosélytisme. Le prosélytisme, c'est d'essayer d'aller convaincre les autres. En revanche, à l'université, vous allez bientôt à l'université, vous pouvez mettre Vive François Hollande sur votre survêtement. Je ne vous encourage pas forcément à le faire, hein, mais vous ne courez aucun risque, même en survêtement. Donc, vous pouvez même mettre Dieu existe ou Dieu n'existe pas, vous avez le droit. Vous pouvez mettre pour les jeunes filles un voile ou pas un voile. Chacun fait ce qu'il pense devoir faire, sauf si c'est un acte de provocation, un acte d'agression. À ce moment-là, ce n'est pas autorisé. Donc, pourquoi à l'université c'est possible? Parce que ce sont des citoyennes et citoyens majeurs, c'est un lieu de débat, toujours, l'université est un lieu de liberté, donc voilà. Mais pas de provocation, pas d'agression. Dans l'administration, en France, à la différence de ce qui se passe par exemple dans certains pays d'Europe, le fonctionnaire, je ne parle pas simplement de l'enseignant, le fonctionnaire qui est derrière un guichet à la préfecture ou à la mairie ou à la CAF ou à la Sécu, il ne dit pas, voilà, moi je suis catholique, musulman, socialiste, lepéniste, etc. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, les gens diraient, je ne vais pas être traité à l'égal des autres. Si je ne partage pas l'opinion du fonctionnaire. Mais dans certains pays, c'est possible. Mais nous, on considère que, c'est notre conception de la République, ça nous appartient, on considère que c'est un élément de neutralité et donc de respect de l'égalité. Les lois de la laïcité sont des lois de liberté, on pratique le culte que l'on veut, ou on n'en pratique aucun, et d'égalité. Je ne me retrouve pas dans une situation discriminante par rapport à une autre. La discrimination, ce serait d'avoir une religion qui serait préférée à une autre ou de pouvoir afficher ses convictions. Mais c'est une volonté française. Au Canada, par exemple, je donne toujours cet exemple, le ministre de la Défense, c'est pas rien, ministre de la Défense, c'est un sikh, hein, donc d'une partie de l'Inde, il a un turban. En France, vous n'imaginez pas un ministre avec un turban. Il peut y avoir d'autres problèmes pour le ministre, mais généralement, ce n'est pas le turban. Donc, parce que c'est comme ça. Nous, on considère qu'on ne peut pas, quand on est un membre du gouvernement, quand on est un membre du Parlement ou un élu local, afficher sa religion. C'est donc, c'est vrai, une conception française, républicaine de la laïcité qui n'est pas forcément partagée par tous les pays en Europe. En Pologne, par exemple, la religion catholique joue un rôle très important. En Italie aussi, pas simplement parce qu'il y a Vatican, mais c'est comme ça. En Espagne également. Donc, nous, on a considéré qu'il fallait que les religions soient respectées, soient reconnues, mais que nous soyons tous protégés les uns les autres par rapport à des influences religieuses. Alors, quelquefois, tu as dit ça, aux États-Unis, ils ne comprennent pas cette conception-là, parce qu'ils disent, mais nous, c'est la diversité la plus totale. Vous avez vu même, quand vous avez vu les images des élections américaines, les gens, même dans leur maison, ils mettent « je suis pour Trump ». En France, c'est rare qu'on mette dans sa maison ou sur son appartement vive tel ou tel candidat. Hein. Et donc, aux États-Unis, les religions, vous avez vu, il y a beaucoup de télévisions où ce sont des télévisions religieuses, hein, avec de propagande, etc. Les évangéliques aux États-Unis, au Brésil, jouent un rôle très important sur le plan politique, que nous, on n'autoriserait pas ici. On respecte ce culte-là, mais on ne l'autoriserait pas à venir dans le champ politique. De la même manière que s'il y avait une liste qui se présentait aux élections, en disant, voilà, la liste des catholiques, la liste des musulmans, la liste des juifs, etc., pour les élections municipales, on n'autoriserait pas. Parce que ça voudrait dire, alors que les autres, si cette liste gagne, ça veut dire que les autres confessions seraient oubliées ou maltraitées. Donc voilà, je pense que la laïcité, souvent, elle est comprise comme des interdits. Non, c'est d'abord de la liberté et du respect. C'est ça qu'il faut essayer de faire partager. Eh bien, il faut l'enseigner, parce que si ce n'est pas enseigné, si on ne vous donne pas les éléments de compréhension, c'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette laïcité là?
Hein, c'est pas comme la liberté qu'on comprend tout de suite, ou la légalité, le fondement de nos rapports humains, même la fraternité. Mais la laïcité, c'est une construction politique, c'est une conception de la République et de l'État. Donc il faut l'apprendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On va s'intéresser à des sujets qui ont trait avec l'environnement, mais aussi plus économiques. Et il y a une question proposée par Élif qui permettra de faire une entrée dans ce sujet-là intéressant. Bonjour Monsieur le Président. Alors, en tant que représentante de la jeunesse française en son ensemble, j'aimerais vous demander, je fais partie de l'ensemble, que pensez-vous de la jeunesse française qui, à travers des mouvements parapolitiques, comme Youth for Climate ou Extinction Rebellion, pour ne citer que, affirment leurs revendications en termes de politique environnementale, et pensez-vous que les générations précédentes ont un rôle à jouer dans cette prise de position ? D'abord, quand une génération s'engage sur une cause, c'est plutôt bon signe pour la démocratie. Le pire, c'est quand une génération n'exprime plus rien, n'exprime aucune revendication, aucune prétention, sauf de remplacer la précédente. Dans votre génération, je pense que la question climatique, elle est devenue majeure, bien plus que ce qu'elle pouvait être pour ceux qui ont aujourd'hui 35 ou 40 ans. Où la revendication pouvait être plus sociale, plus économique, compte tenu de l'ampleur du chômage. Pourquoi il y a eu cette prise de conscience ? Parce que pour qu'il y ait un engagement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est parce que tous les éléments dont on dispose par les scientifiques, il faut toujours croire à la science. C'est quand même un grand principe. La science a démontré, et c'est irréfutable, qu'il y avait le réchauffement climatique. Il y a encore 20 ans, il y a des gens qui prétendaient qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Trump, il est encore dans ce... Voilà, il n'a pas actualisé beaucoup ses connaissances, qui n'étaient déjà pas très grandes il y a 20 ans, mais lui pense, comme d'autres encore, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Or, il y a un réchauffement climatique dont on voit très bien les signes, pas simplement parce qu'il fait plus chaud, mais parce que les glaciers fondent, les océans, le niveau monte, il y a des tsunamis, des catastrophes, etc. Donc vous vous êtes engagé pour faire pression sur les États, les gouvernants, pour leur dire « agissez », parce que sinon, vous ne serez plus là quand il y aura encore des catastrophes. Je parle des gouvernants, mais nous, on sera encore là. Donc c'est notre devoir de vous mettre en cause si vous ne prenez pas les bonnes décisions. L'accord sur le climat donc, de décembre 2015 fournit une base juridique pour justement mener des actions. Sauf que quand on a signé l'accord de 2015, on n'avait pas encore toutes les informations sur le réchauffement qui est plus grave qu'on l'avait identifié en décembre 2015. Donc il faut non seulement appliquer l'accord qui a été signé par tous les pays, et puisque les Américains vont y revenir, mais en plus, il faudra renforcer un certain nombre de dispositions. Mais il y a des pays qui ont signé l'accord qui essayent d'échapper à un certain nombre d'obligations qu'ils avaient pourtant affichées. Donc la mobilisation de la jeunesse, elle est tout à fait déterminante. Pas simplement sur un plan électoral, enfin faut-il encore que la jeunesse vote, parce qu'il ne suffit pas d'occuper des lieux, il ne suffit pas de manifester, il faut aussi aller voter pour des candidats qui portent cette ambition-là et cette volonté-là. Si on ne vote pas, on a les dirigeants qui sont les bénéficiaires de l'abstention. Donc, ça c'est la première expression du vote, mais il faut aussi manifester, protester, contester, voire agir en justice, puisque maintenant on peut agir en justice, ça a été fait, pour dire l'État n'a pas répondu à ses obligations, doit être condamné pécuniairement, voire même ses dirigeants, parce qu'ils sont dans l'inaction en matière de climat. Donc voilà, vous avez un rôle important. Il faut vous donner des organisations. Là aussi, il n'y a pas de démocratie sans organisation, sans force syndicale, associative, politique. Voilà, il faut avoir des mouvements qui agissent
soit directement sur le terrain électoral, soit sur le terrain revendicatif. S'il n'y avait pas de syndicats dans les démocraties, les travailleurs ne seraient pas défendus. Ça ne veut pas dire que tout est possible dans ce que demandent les syndicats, mais il faut bien qu'il y ait des groupes qui agissent, parce qu'il y a aussi des groupes puissants, économiques, financiers, qui font en sorte qu'on n'agisse pas. Voilà pourquoi il faut vous engager. C'est un principe citoyen tout à fait déterminant. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va continuer à parler politique, du coup. Effectivement, on dit souvent que la jeunesse est moins politisée, qu'elle s'intéresse moins au débat gauche-droite, qu'effectivement, certains autres combats lui semblent plus importants. Et il y a la question aussi de l'avenir de la gauche. Vous avez été un président de gauche. Et donc, on a une question de Manon à ce propos-là. Bonjour, Monsieur le Président. La gauche est aujourd'hui très divisée. Le candidat socialiste de 2017 a reçu peu de votes aux élections présidentielles. En conséquence, la gauche envisage-t-elle de se réunir pour celle de 2022 ? La gauche, elle a toujours été divisée en France, dans l'histoire. Quand vous l'étudiez, l'histoire, la gauche, elle n'est pas d'un seul bloc. La preuve, on va, si je puis dire, commémorer, je ne sais pas, célébrer un congrès politique qui s'était tenu en décembre 1920, qui était le congrès de Tours. À l'époque, il y avait une formation de gauche, et elle s'est divisée en 1920 entre, d'un côté, les communistes, plus forts, qui étaient liés à l'Union soviétique naissante à l'époque, et de l'autre, un parti plus faible qui est devenu le Parti socialiste. Et cette désunion de la gauche a duré, et dure encore d'ailleurs, donc depuis un siècle. Ensuite, il y a d'autres forces politiques qui sont apparues, écologistes ou extrême gauche, qui encore ajoutent aux divisions. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un candidat unique de la gauche? C'est arrivé dans le passé. François Mitterrand l'avait été, candidat unique de la gauche, en 1965 contre le général de Gaulle, première élection du président de la République au suffrage universel, et il l'avait été en 1974 face à Giscard d'Estaing, à la suite de la mort de Georges Pompidou. Mais il n'avait pas été élu ni en 65 ni en 74. Et il a été élu en 1981, alors qu'il y avait toute la gauche divisée. Mais ce qu'avait compris François Mitterrand, et ce que je crois certains n'ont toujours pas compris, c'est qu'il faut qu'il y ait une force dominante à gauche pour entraîner les autres, ou en tout cas entraîner les électeurs. Et comme tu l'as très bien dit, si on est devant des petites forces qui font 10% chacune, aucune n'est suffisamment dominante et dynamique pour entraîner les autres. Et la division devient à ce moment-là mortelle. Voilà pourquoi il faut une force principale qui aspire toutes les aspirations nouvelles, écologiques, sociales, économiques, démocratiques, et puisse former l'axe central. Et dans une élection présidentielle, il faut qu'il y ait une personnalité qui émane de cette force-là pour arriver au deuxième tour, parce qu'il faut arriver au deuxième tour dans une élection présidentielle, si on veut gagner, si on ne veut pas simplement témoigner. Vous étiez trop jeune à l'époque, mais en 2002, Lionel Jospin, Premier ministre sortant, face à Jacques Chirac, président sortant, n'avait fait que 17%, parce qu'il y avait eu un candidat écolo, un candidat communiste, deux candidats d'extrême gauche, et il n'avait fait que 17%, et donc au deuxième tour, ça a été la droite contre l'extrême droite. Donc voilà, il faut qu'il y ait un candidat qui s'appuie sur une force qui elle-même permette d'être au second tour. Mais pour ça, il faut donc une dynamique, ou alors il faut un programme commun, c'est-à-dire on dit finalement entre les écolos, les communistes, les insoumis, les extrêmes gauches et ce qui reste du Parti socialiste, il faut qu'il y ait un programme commun. Mais alors là, c'est pas possible d'avoir un programme commun parce qu'il y a trop de différences. Quelquefois, il y a heureusement des convergences. Sur l'écologie, on doit trouver quand même des moyens d'y arriver ensemble.
Mais sur l'Europe, sur la question économique, si vous dites à un insoumis que je suis de gauche, il le contestera même, vous voyez. Et moi, je peux penser qu'ils ne sont pas forcément la bonne représentation de la gauche. Donc il y a trop de différences. Donc il faut qu'il y ait une force principale qui emmène les autres. Voilà. Soit on cherche une candidature unique, on n'y arrivera sans doute pas, soit on cherche à créer une force qui emmène les autres. En tout cas, quand je dis les autres, c'est surtout les électeurs. Parce que les électeurs, ils ont envie qu'il y ait quand même un choix au moment de l'élection présidentielle. Ils n'ont pas envie simplement de voter contre, en empêchant Le Pen ou empêchant Macron ou empêchant je ne sais qui. Ils ont envie de voter pour leurs idées, pour un espoir. Voilà pourquoi il faut que les partis politiques, c'est toujours la même histoire, il faut que les partis politiques retrouvent leur place. Il n'y a pas de démocratie sans organisation, sans qu'il y ait des personnes qui réfléchissent, qui pensent à faire des propositions. La politique, ce n'est pas simplement des affrontements de personnes. Ça, c'est vraiment le niveau minimal. Ce sont des confrontations d'idées, de programmes, donc d'avenir. Là, il se trouve qu'on va sortir d'une crise importante. Et justement, comment on reconstruit la France? Ça va être ça la question. On peut la reconstruire comme elle était avant, on peut la reconstruire sans architecture, parce que c'est l'urgence, ou on peut la reconstruire avec un modèle. Ben voilà, c'est ça le débat politique. Alors, une question, Monsieur le Président, plus d'actualité. J'ai reçu pas mal de questions par mail hier soir qui tournaient autour de celle-là et qui s'intéressent aussi au fondement de notre démocratie et des règles républicaines. C'est une question qui est à propos de la loi sécurité globale. Merci. Bonjour Monsieur le Président. Selon vous, la loi sur la sécurité globale est-elle une atteinte à la liberté et à la démocratie, ou au contraire nécessaire face à une montée de la violence, que dénonce notamment le ministre de l'Intérieur? Là, tu as posé ta question avec beaucoup d'équilibre, me laissant d'ailleurs ouvertes toutes les options. Donc tu es tout à fait prêt à Sciences Po. Bon, alors, c'est une question effectivement d'actualité qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui quand il se passe ce qui s'est encore produit samedi soir. Hein, des images qui circulent partout et qui d'ailleurs amènent, c'est important ce qui se produit, amènent des sportifs qui généralement ne disent rien sur l'actualité, sont totalement dans leur vie de grands sportifs et parfois indifférents à ce qui se passe dans la société. Et là, ils ont réagi. Mbappé, on n'avait pas entendu le son de sa voix sur une question de société comme celle-là. Mais là, s'ils ont réagi, ces sportifs-là, et pas seulement ces sportifs, c'est parce que c'est trop violent de voir... je trouve que c'était un producteur de musique, mais enfin, qu'importe, noir, se faire tabasser, comme ça a été le cas. Alors, ne faisons pas des comparaisons avec ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais quand même, bon, ça, c'est pas la loi sécurité globale, c'est une violence policière qui mérite la réponse la plus ferme. Alors, j'en arrive à la sécurité globale. C'était quoi? En fait, on parle d'une loi, on parle d'un article d'une loi. Parce que personne ne sait ce qu'il y a dans le reste du texte. Peut-être d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Mais là, c'est l'article qui prévoyait, et je vais essayer d'expliquer pourquoi cette question a pu être posée. Les policiers interviennent dans certaines situations difficiles, manifestations, lutte contre le banditisme, etc., ou le terrorisme. Et si leurs visages sont exposés, c'est un risque pour leur propre sécurité. C'est-à-dire qu'après, on peut retrouver les noms, les familles, et peut-être mener des actions contre ces policiers. Mais si on n'expose plus les visages, alors comment retrouver les policiers qui se sont mal comportés et qui ont été au-delà de prescriptions qui leur étaient données et qui ont commis des violences policières? Là, en ce moment, c'est long, hein, la justice quand même finit par agir. Durant mon mandat, il y a eu un jeune qui
qui s'appelle toujours Théo, qui avait été violenté par plusieurs policiers. Je m'étais rendu même au chevet de ce garçon. Et aujourd'hui, la justice passe, hein, et les policiers ont été envoyés en cour d'assises pour crime. Donc, ne laissons pas croire que dans notre pays, les violences policières ne sont pas condamnées. Mais faut-il encore que la justice puisse travailler, être saisie, etc. Bon. Donc, je reviens à l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Le débat, c'était est-ce qu'on met en difficulté des policiers ou des gendarmes dont les photos pourraient être l'objet de rétorsion de la part d'une partie de ceux qui le pourchassent, ou est-ce qu'on les floute, mais au risque qu'on ne les retrouve pas quand il y a des violences. Et en fait, c'est un article impossible à écrire, parce qu'après, il fallait dire, les photos, il faut qu'elles soient publiées de mauvaise foi. Si on voulait s'en prendre aux ça ne serait pas bien de flouter. Enfin, bon. Donc, quand on ne peut pas arriver à écrire un article, parce que c'est autant de situations, on n'écrit pas l'article. Alors là, maintenant, le gouvernement a fait ce que beaucoup de gouvernements avant lui ont eu comme méthode, donc de créer une commission pour, bien sûr, à un moment, enlever l'article. Il n'y aura jamais l'article 24. Mais pas plus que l'article 25, d'ailleurs, peut-être. Hein. Mais cet article-là ne sera jamais possible, parce que c'était une mauvaise idée. Et parce que ça donnait l'impression à la police qu'elle pouvait tout faire, et aux citoyens qu'ils pouvaient être exposés à des violences policières. Donc c'était vraiment ne pas rendre service à la police et inquiéter les citoyens. Voilà, donc quand il y a une mauvaise idée, ça m'est arrivé quelquefois d'en avoir, il faut la chasser vite. Hein. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui s'intéresse au domaine économique. On donne la possibilité, donc, je me permets de proposer à Yves de la poser, justement à propos du bien qui la relève. Vous avez, à l'occasion de votre discours au Bourget, déclaré que votre véritable adversaire était la finance. Nous traversons une crise sans précédent, peut-être aussi importante que celle de 29. Ne pensez-vous pas qu'ici, le réel adversaire n'est pas l'outil financier, mais plutôt les GAFAM, Natux, qui monopolisent le marché? Donc dans ce discours du Bourget, que je ne me laisse pas de relire, hein, je disais, voilà, mon adversaire, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, il ne se présentera pas aux élections, et c'est les forces de l'argent spéculatif. C'est pas les banques. Après, on m'a dit, mais vous avez été président, il y a encore des banques. Ben, heureusement qu'il y a des banques en France. Et heureusement qu'on prête de l'argent aux entreprises, aux particuliers. Heureusement qu'il y a de la monnaie qui circule et que l'économie est alimentée en liquidité. Ce n'est pas contre l'argent qui finance l'économie, c'était contre l'argent spéculatif. Bon. Et je pense qu'on a contribué à lutter contre la fraude fiscale, lutter contre les paradis fiscaux, lutter contre un certain nombre de produits spéculatifs qui avaient effectivement généré la crise des subprimes de 2008. Et il faudra toujours le faire. Hein. On le voit bien dans la crise sanitaire qu'il y a quand même aussi eu des spéculations. Hein. Quand on annonce un vaccin, par exemple, c'est bien quand même. Vous voyez que les actions immédiatement vont prendre une valeur supérieure pour un certain nombre de laboratoires ou pour d'autres. Comment fait-on pour éviter des phénomènes d'enrichissement comme ça massifs? Bon. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres adversaires? Bon. Oui, pourquoi les GAFA, c'est un problème? C'est pas parce que ces groupes ont inventé quand même des procédés qui nous permettent d'utiliser tous nos appareils ou qui nous permettent d'acheter des produits en ligne. C'est que ces groupes-là ne payent pas l'impôt qui serait dû et quelquefois écrasent le reste de l'économie. C'est-à-dire, par exemple, on va les citer, Google, quand il fait sa propre hiérarchie d'information, de classement, tout ça, c'est pour avoir des recettes très importantes des annonceurs. De la même manière que
Google maintenant peut produire des véhicules, puisque c'est le cas, peut produire un certain nombre de biens, puisqu'il dispose du canal sur lequel on va se mettre pour consommer. Donc il peut non pas simplement faire son travail d'intermédiaire, mais son travail de producteur. Il peut, à la limite, manger le reste de l'économie, comme d'ailleurs la finance avait mangé une partie de l'économie réelle. Donc il y a voilà, ces deux problèmes qui sont posés. Le premier, ces groupes se sont arrangés pour ne pas payer d'impôts, donc en Europe et dans le monde. Et deuxième problème, ces groupes sont tellement puissants qu'ils écrasent les concurrents, voire même désintègrent l'économie. Donc comment faut-il faire ? Il faut avoir une réglementation internationale ou européenne pour taxer les GAFA. On ne peut pas le faire, on peut le faire dans un pays, mais si on le fait dans un pays, de toute façon, ils ont mis leurs bénéfices ailleurs, donc on ne récupérera pas grand-chose. Donc il faut le faire au niveau européen, comme quand on a lutté contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux. Et deuxièmement, il faut faire prévaloir des textes pour faire que la concurrence puisse jouer et empêcher ces GAFA de contrôler toute l'économie. Vas-y. Mais le fait que l'État intervienne dans ce marché, est-ce que c'est réellement son rôle ? La loi du marché fait qu'elle devrait s'autoréguler et que tout le monde est libre de... Oui, oui, ça c'est l'idéal. C'est ce qu'on appelle la concurrence pure et parfaite. Vous avez appris ça. Donc finalement, quand il y a un inventeur qui lance un produit, il peut gagner pas mal d'argent pendant un temps, récompensant son anticipation, sa création. Mais après, d'autres offreurs vont créer une compétition et les prix vont baisser et il y aura une égalisation. Mais il se trouve que là, il y a eu tellement d'avance qui a été prise par ces groupes qu'ils ont empêché toute concurrence. Parce qu'en réalité, ce qu'on aurait dû faire en Europe, c'est créer un groupe équivalent à Google, mais pour l'Europe, et qui pourrait nous permettre, quand on cherche une information sur le net ou quand on cherche à acheter un produit ou à avoir une relation avec d'autres, à tweeter ou autre, on est un autre vecteur que Google, Yahoo, etc. Donc il faut aussi que l'État, parfois, ou les États créent une offre qui pèse sur ce qu'on appelait autrefois les monopoles. Parce qu'en fait, on est sur un monopole. Ce qu'on appelle un monopole, c'est quand il y a une seule entreprise qui domine le marché. Monopole quand il y en a une, oligopole quand il y en a plusieurs. Ben on est là, on en est là. Et c'est très difficile d'avoir un vrai marché. D'où le rôle de l'État. Ça, la responsabilité de l'État, c'est un débat politique d'ailleurs. Hein. Est-ce que l'État doit intervenir sur le marché ou ne doit pas intervenir ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il y avait beaucoup de questions de la part d'élèves qui s'intéressaient aussi aux personnalités que vous avez pu rencontrer au cours de votre mandat, et notamment la personnalité la plus marquante, celle qui vous impressionnait le plus. Mais l'actualité d'aujourd'hui nous apprend que le président Donald Trump vient d'admettre qu'il quitterait la Maison-Blanche après l'élection faite par les grands électeurs, mais en contestant encore une fois la légalité du vote qui l'a fait perdre. Le fait qu'un dirigeant d'une très grande démocratie, la plus ancienne peut-être des démocraties modernes, se permette de remettre en cause comme ça son fonctionnement, n'est-ce pas une grande inquiétude quand on sait par ailleurs que c'est un président qui, par ses tweets, propage des fake news à longueur de temps. La démocratie, qui semblait être le mode d'organisation qui allait être diffusé sur toute la planète, est quand même en difficulté en ce moment. On voit bien la montée de puissances qui ne sont pas démocratiques. Chine, Russie, d'une certaine façon Turquie ou autres, ou des pays qui n'ont pas cette tradition. Et on voit qu'à l'intérieur même des démocraties, et les États-Unis, c'était une des démocraties qui était montrée en exemple. C'était là où la première fois, il y avait eu quand même une révolution et des déclarations de droits. Et bien, même aux États-Unis, il y a une contestation de la démocratie quand le président sortant dit que peut-être qu'il transmettra son pouvoir,
C'est ce qu'il a déclaré ce matin. Mais faut-il encore qu'on lui fasse la démonstration qu'il n'a pas perdu l'élection? Bon, alors que les autorités qui sont chargées du contrôle des élections ont affirmé que c'était Biden qui avait gagné. C'est un très mauvais exemple parce qu'on se dit, si aux États-Unis, ils votent, mais qu'il y a des contestations, des fraudes, parce qu'ils prétextent qu'il y a des fraudes, ça veut dire quoi la démocratie? Mais malgré tout, si on veut regarder un point positif de ce qui s'est passé aux États-Unis, au-delà de la victoire de Biden sur Trump, c'est qu'il y a eu une participation très élevée aux États-Unis. 66% des Américains ont voté. D'habitude, ils étaient 54, 55%. Ça veut dire que certains ont voté Trump pour le soutenir, d'autres ont voté plus nombreux pour Biden. Mais ça veut dire que les Américains se sont engagés sur le plan civique, électoral, pour qu'il y ait un nouveau président, ou en tout cas pour qu'il y ait un débat au plus haut niveau pour l'avenir de leur pays. Mais la démocratie, on voit bien, est contestée aussi en France. Il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien de voter. Il y a d'autres qui disent que c'est toujours les mêmes, soit la gauche, la droite, le centre. Et il y en a qui disent mais ce n'est pas par le bulletin de vote qu'on va obtenir gain de cause, c'est plus par les manifestations, les occupations, etc. Voilà, donc les démocraties sont fragiles. Ça ne veut pas dire que les dictatures ne tombent pas, elles tombent à un moment ou à un autre, mais les démocraties sont fragiles. Il faut défendre la démocratie. Il faut essayer de la corriger, parce qu'il y a aussi des problèmes dans la démocratie. Pourquoi il y a un système de représentation où c'est toujours les mêmes visages que l'on voit? Pourquoi les partis politiques ne sont pas aussi larges dans leur recrutement? Pourquoi il y a aussi peu de personnes des quartiers populaires qui siègent à l'Assemblée, etc. Donc il faut corriger tous les manquements et les vices. Pourquoi on ne consulte pas plus le peuple français sur certaines questions? Pourquoi on ne fait pas, ça a été fait là récemment, des conventions par tirage au sort de citoyens pour dire leurs mots? Mais faut-il encore qu'une fois qu'ils ont fait ce travail-là, on puisse appliquer ce qu'ils ont proposé? Bon, voilà. Donc la démocratie, c'est un mouvement perpétuel, ce n'est pas figé. Les institutions, elles existent, mais dans ces institutions, il faut qu'il y ait du mouvement. Et la démocratie, quand il n'y a plus de mouvement, elle peut tomber. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, Monsieur le Président, pour conclure. Alors, c'est une question qui est plus sur le vécu d'un chef d'État face aux événements, face à tout ce qui peut se passer, face aux critiques aussi qui peuvent lui être adressées. C'est une question de... Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment gérez-vous émotionnellement et personnellement les manifestations ainsi que les critiques à l'encontre de vos décisions en tant que chef d'État? Le moment le plus agréable de la fonction présidentielle, c'est le jour de l'élection. Le lendemain, ça devient plus difficile. Et vous vous demandez d'ailleurs si ça vaut la peine de continuer. Peut-être qu'il faudrait un jour un mandat politique qui ne dure que 24 heures. Le moment où on est élu, on est heureux, les gens sont contents, ils vous aiment. Mais après, il faut prendre des décisions dans un contexte qui n'est pas forcément celui que vous auriez aimé connaître. Il y a du chômage, il y a des crises, il y a des partenaires qui ne sont pas européens, qui ne sont pas forcément faciles à convaincre. C'est dur de gouverner, c'est dur de prendre, non pas de prendre des décisions, ça c'est possible, mais de prendre des décisions qui plaisent, et en plus avec une société qui est très impatiente. Je raconte toujours cette histoire où j'avais fait un slogan pour la campagne qui était « Le changement, c'est maintenant ». J'essayais d'expliquer que si on voulait changer, c'était ça mon message, si on voulait changer, il fallait commencer par changer de président. Donc c'était maintenant qu'il fallait voter. Mais les citoyens, eux, ils avaient compris autre chose. Ils s'est dit, le changement, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Le changement, ça va venir tout de suite. Donc quelques semaines après mon élection, je vais dans une foire qui était en Champagne-Ardenne, et il y avait des manifestations syndicales, des cortèges, très gentiment. Et le leader syndical me dit, alors, Monsieur le Président, le changement, c'est maintenant, hein, il faut nous donner tout de suite là, tout ce qu'on a de revendications. Voilà, donc il faut accepter le temps.
Et ça, c'est une notion très importante. Il faut que nous fassions tous comprendre qu'on change les choses, la vie des gens, la réalité, le climat même, que dans le temps. Or, on est dans des sociétés très impatientes, très immédiates, et où il est difficile de convaincre qu'il faut un peu de patience. Deuxièmement, il y a un phénomène nouveau. Bon, il y a toujours eu des sondages, mais le phénomène nouveau, il y a toujours eu la presse, heureusement, il y a toujours eu des critiques, il y a toujours eu du débat démocratique, le Parlement, l'opposition, etc. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un cortège de critiques, parfois de haine. Donc moi, je n'étais pas tellement habitué aux réseaux sociaux en 2012. Hein. C'est déjà la préhistoire, 2012. Donc au début, je tapais mon nom et je voyais tout ce qu'on disait sur moi sur les réseaux sociaux. Mais c'était épouvantable. C'était vraiment ou de la moquerie, de la dérision, ou de l'attaque directe. Et ça crée aussi une ambiance qui n'est pas bonne pour la démocratie. Ce que d'ailleurs Donald Trump a parfaitement compris, lui, en se disant, puisque les réseaux sociaux, c'est vraiment un déchaînement d'excès, eh ben, je vais être le premier à être sur les réseaux sociaux pour moi-même créer cette violence. C'est-à-dire, il y a de la violence. Donc voilà, il faut s'habituer à ça. Tu poses cette question, comment on réagit. Au départ, on est un peu surpris. Il ne faut pas être indifférent, parce qu'il y a toujours des choses à retenir quand même de ces contestations violentes. Il ne faut jamais penser que c'est simplement le fruit d'individus un peu dérangés. Non, il y a quelque chose qui se traduit là. Voilà, il faut donc se mettre une carapace, mais en même temps écouter. Ça, c'est le risque pour les présidents, pour moi-même aussi, c'est un moment de s'enfermer, de s'isoler. Puisque c'est trop dur d'aller à l'extérieur, on rencontre des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Moi, chaque fois que je me déplaçais en 2012, 2013, c'était la manif pour tous là, qui me pourchassait avec ses drapeaux. Bon, maintenant, on n'entend plus parler. Le mariage a été voté, cette loi est irréversible, etc. Mais à l'époque, c'était quand même très tendu, il y avait des manifestations. Donc voilà, quand il y a toujours des contestations, on s'enferme, on ne va plus voir les gens, ou quand on va les voir, c'est tellement cadenassé, protégé, qu'il n'y a pas de dialogue avec les citoyens. Et on est uniquement avec son entourage. Donc le rôle du président, le rôle des acteurs politiques, c'est, malgré toutes les critiques, c'est d'aller toujours aller chercher le dialogue et la compréhension de ce que vivent les citoyens. Mais ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est pour ça que beaucoup veulent devenir président, mais ils devraient réfléchir à deux fois. Hein. Il faudrait qu'ils me téléphonent, je leur dirai comment il faut faire. Bien, écoutez, merci beaucoup, merci à vous. Monsieur le Président. C'était un échange passionnant et je pense qu'il va être extrêmement précieux pour nos élèves. Merci, merci pour vos questions et la préparation. C'était très bien. Hein.